Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans cette grande salle de la maison de quartier Jacques Brel. Merci d'être là. Merci d'avoir résisté, parce qu'effectivement, il fallait résister ce soir quand même pour pouvoir venir. Alors d'avoir résisté au froid, conditions météo qui engagent pas beaucoup à sortir de chez soi. Et puis d'avoir aussi résisté à l'appel des sirènes de deux grands événements qui se passent ce soir et qui nous font quand même une concurrence très déloyale. Il y a le match de Sochaux à Bonal et puis le festival Entrevue qui est quand même un joyau culturel de Belfort. Donc merci vraiment d'être là, puis surtout merci de faire une aussi belle assemblée, parce que moi je suis ravie de voir en fait toute cette diversité, quoi. Souvent on nous dit en réunion politique c'est toujours les mêmes qu'on voit et puis toujours quand même des plus âgés et tout ça. Et bien là c'est super parce qu'on a plein de jeunes, on a plein de gens et c'est vraiment très enthousiasmant. Alors vous serez récompensés d'avoir réussi à venir ce soir, je vous le dis, et pas seulement parce qu'à la fin de la réunion on vous invite à partager un peu de l'amitié avec nous pour continuer nos échanges de façon peut-être un peu plus informelle, mais aussi parce que en rentrant chez vous ce soir, vous pourrez vous dire que vous aurez contribué par votre présence, par vos remarques, par votre soutien, vous aussi, à poser une pierre de cette construction commune qui est le Belfort de demain et qu'on va construire tous ensemble. Et ça, chacun et chacune de vous en prendra sa part ce soir et je crois qu'on pourra tous être fiers de cet effort collectif. Mais comme on a pas mal de choses à vous dire et à partager avec vous, on va commencer tout de suite et je vais laisser la parole à Muriel qui va revenir un petit peu sur le processus qui a fait qu'on est là ce soir. Mesdames et messieurs, chers amis, ce lancement de campagne est le fruit de près de 2 ans de travail, de réunions, d'échanges pour construire et faire gagner à Belfort un projet de ville populaire, écologique, solidaire, démocratique. Cette soirée est une étape, car la suite, nous voulons l'écrire avec vous. Nous avons commencé par nous adresser à l'ensemble des forces politiques et citoyennes de gauche, écologiques de la ville. Nous avons placé le projet, les contenus politiques, le programme avant le casting, c'est-à-dire avant la constitution de la liste et le choix de la tête de liste. Nous avons organisé une série de rencontres thématiques sur l'éducation, la démocratie, les services publics, l'économie, la culture, les sports, pour lesquels nous avons sollicité de la part des organisations des contributions. Et dans ce processus, nous avons réussi à faire travailler toutes les forces de gauche et écologistes de la ville. Et à son terme, nous avons acquis une conviction. Il est possible d'unir à l'échelle de notre ville toute la gauche autour d'une vision d'avenir commune pour Belfort et autour de mesures concrètes de nature à améliorer le quotidien des Belfortaines et des Belfortins. Ce travail de fond nous a permis de dégager des grandes orientations partagées. Première orientation, la solidarité et la fraternité à travers le développement des services publics. Deuxième orientation, le soutien à la jeunesse, à l'éducation et à l'éducation populaire. Troisième orientation, la contribution à la lutte contre le dérèglement climatique et pour la préservation du vivant. Et quatrième orientation, l'amélioration du cadre de vie, de la santé et de la tranquillité. Avec ces orientations, nous pensons qu'il est possible de rassembler très largement. Notre démarche est collective. Nous sommes aujourd'hui un collectif d'organisations politiques et citoyennes, principalement issus des listes de l'élection municipale de 2020, des 2 listes En commun pour Belfort et Pour Belfort l'humain d'abord. Nous travaillons de manière collégiale, sans hégémonie, d'aucune force. Notre démarche est participative. Nous avons déjà organisé 2 réunions publiques participatives qui ont nourri les premières mesures que nous allons vous présenter ce soir. Nous allons ouvrir de nouveaux espaces de participation avec les mercredis du programme et des réunions thématiques par quartier. Nous concevons cette campagne comme un moment d'intervention populaire sur les besoins de notre ville, comme un moment de votre intervention. Nous partons en campagne avec des premières mesures que nous voulons installer dans le débat, nous vous les présenterons, et les suivantes s'écriront avec vous et avec tous les Belfortins, toutes les Belfortaines qui souhaiteront s'engager avec nous. Cette conception participative, nous la traduirons également en propositions concrètes pour donner une plus grande place aux usagers des services publics, aux habitants de notre ville,
dans toutes les décisions qui les concernent. Donc, une démarche collective, ouverte, participative, unitaire. Alors bien sûr, pour incarner tout ça, il faut un premier, une tête de liste, un candidat pour devenir maire de Belfort, et il me revient de vous le présenter. Je précise d'abord qu'il sera accompagné d'un porte-parole collectif, représentatif de toutes les sensibilités de notre collectif. Pour incarner cette liste qui portera notre ambition commune, nous avons voulu une personne bien ancrée dans le monde du travail, car nous voulons répondre aux intérêts populaires, une personne déjà connue et identifiée des Belfortaines et des Belfortins, car la notoriété est très importante dans une élection municipale, une personne en prise avec le quotidien des habitantes et habitants de notre ville, car la commune, c'est bien sûr une vision d'avenir, mais c'est aussi la réponse très concrète aux besoins du quotidien, une personne en position de porter notre rassemblement. Le candidat que nous nous sommes choisis est au cœur de la machine, puisqu'il est agent du Grand Belfort et connaît très bien les grands dossiers municipaux. Il est conseiller municipal sortant. Il a déjà mené 2 campagnes, dont une victorieuse pour la députation. Il était alors le candidat du rassemblement de toutes les forces de gauche et écologiques. Il a exercé un mandat de député où il a montré sa grande disponibilité et son souci de la proximité, bien loin des polémiques nationales. Alors, nos adversaires lui reprocheront d'être un militant politique. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour nous un défaut, c'est même une qualité. C'est la garantie que son engagement repose sur des convictions fortes et qu'il s'inscrit dans la durée. C'est également l'expression d'une volonté de transformer concrètement les choses pour améliorer la vie. Il a toute notre confiance. Il pourra compter sur l'engagement total de notre collectif à ses côtés. Merci Florian Chaud. Bon, va falloir assurer après des mots comme ça. Donc déjà, bonsoir à toutes et tous. Je tiens à vous remercier de votre présence ce soir pour ce lancement de campagne. Et je tiens à remercier les militantes et les militants qui ont rendu ce lancement de campagne possible, celles et ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour nous permettre d'organiser ce type d'événement. Alors comme l'a dit Muriel, ça fait 2 ans que les forces de gauche et écologistes se réunissent avec la volonté de parvenir au rassemblement le plus large possible. Alors les échanges ont parfois été francs et rugueux, c'est normal, on fait de la politique. Mais les échanges ont surtout été constructifs et toujours respectueux. Des discussions nécessaires pour arriver à un accord programmatique sur les propositions que nous allons soumettre aux Belfortins et aux Belfortaines. Un accord également sur l'horizon. Et cet horizon, il est simple, c'est gagner les élections municipales à Belfort et que la gauche revienne au pouvoir dans notre ville. Alors, je le dis avec force, on joue la gagne, rien que la gagne, que la gagne. Pas de prétention, parce que les résultats électoraux, ils sont là. À Belfort, aux élections présidentielles en 2017 et en 2022, la gauche est arrivée en tête au premier tour. Aux élections législatives de 2022 et 2024, la gauche est arrivée en tête des premiers tours de l'élection. Et en 2022, on a même réussi à gagner la 2e circonscription du territoire de Belfort. C'est l'Union de la gauche qui a fait ça. Alors les Belfortins et les Belfortaines, ils aspirent au changement. Ils nous le disent, lorsqu'on fait des actions militantes, ils viennent nous le dire, ils disent qu'il faut que ça change. On se rend bien compte qu'après 12 années de gestion de notre ville par la droite, le bilan, il est pas très reluisant. Alors Belfort a perdu des habitants, près de 5000 habitants depuis 2014. On perd aussi des commerces. On le voit, quand on va là, dans la rue piétonne de Belfort, qu'on voit les 4 As, qu'on voit l'avenue Jean Jaurès. On voit bien qu'il y a des magasins qui sont fermés et le bilan commercial du maire, il est pas au rendez-vous. Et surtout, Belfort, ça s'appauvrit. On le voit, les chiffres de l'INSEE sont là, 29% des habitants de Belfort vivent sous le seuil de pauvreté. Un ménage sur 2, un foyer sur 2, c'est une personne qui vit seule ou un parent isolé. Et qu'est-ce qu'a fait Damien Meslot pendant ses 12 années de mandat face à cela? Pour nous, il n'a pas fait assez, il n'a pas été à la hauteur. Et c'est pour ça
qu'on va présenter un autre projet. On a l'impression qu'ils préfèrent détourner l'attention parce qu'ils pensent savoir, tel un empereur romain, ce dont la population belfortaine a besoin. Alors, panem et circens, c'est ce qu'on dit, du pain et des jeux. Du pain, avec ses colis de Noël pour les personnes âgées, et les chèques culture pour les jeunes, et des jeux, avec le mois givré ou le Tour de France qui fait venir régulièrement. Mais les Belfortaines et les Belfortins méritent mieux que des boîtes de chocolat et un concert en fin d'année. Nous pourrions également évoquer sa gestion du foncier dans la ville. Il s'est transformé en agent immobilier favorisant des programmes de construction haut de gamme, allant de 3 000 € à 4 000 € du mètre carré, bien au-delà des moyens d'une majorité de Belfortins. Et tout cela au détriment de l'investissement pour la construction de logements sociaux neufs, alors que 70% de la population y a droit. Un maire qui joue au Monopoly avec les locaux commerciaux de Belfort, selon ses desiderata, avec un droit de vie ou de mort sur qui pourra s'implanter dans telle ou telle cellule. Alors nous ferons le choix de la justice sociale et de l'ambition. La rénovation et la construction de logements sociaux de qualité, ainsi que la revitalisation du commerce local, avec un soin particulier pour la rue piétonne et les 4 As. Il a aussi un bilan assez sévère au niveau de l'éducation populaire, parce que le premier message qu'il a envoyé en 2014, ça a été de supprimer le partenariat avec les Francas, laissant au passage les employés sur le carreau. Une association qui s'était pourtant occupée de générations de jeunes Belfortins en leur faisant découvrir une multitude d'activités, leur permettant de voyager et de s'ouvrir au monde. Il a ensuite poursuivi dans cette logique en plaçant une partie des centres socioculturels et des maisons de quartier sous la tutelle d'OICOS. Cette mise sous contrôle s'est traduite par un financement fragilisé, une autonomie réduite et finalement une baisse de la fréquentation. Pour nous, l'éducation populaire, elle doit retrouver toute sa place à Belfort. Elle constitue un pilier essentiel du vivre ensemble en permettant à chacun, quel que soit son âge, ses origines ou sa situation sociale, d'accéder à l'émancipation, à la culture, à la participation citoyenne et au partage. Les centres sociaux et les maisons de quartier sont des lieux de proximité indispensables où se conduisent des solidarités, où se créent des objectifs collectifs et où se développe l'apprentissage et la citoyenneté. C'est pourquoi nous nous engageons à leur rendre une véritable autonomie associative, condition indispensable à leur dynamisme, à leur créativité et à leur ancrage dans la réalité des habitants. Nous souhaitons que ces structures puissent à nouveau décider librement de leurs orientations, de leurs actions et de leurs partenariats en cohérence avec les besoins des habitants. Soutenir l'éducation populaire, c'est investir dans l'avenir de Belfort, un avenir plus solidaire, plus ouvert et plus participatif. Alors certains d'entre vous se souviennent peut-être de la publicité pour la lessive, ça remonte à quelques années déjà, de la lessive qu'il avait plus blanc que blanc. Eh bien, Damien Meslot semble en avoir fait son slogan en matière d'écologie, parce qu'à l'écouter en conseil municipal, il serait plus écolo que les écologistes eux-mêmes. Mais de quoi parle-t-il exactement ? De quelles mesures, de quelles petites mesures symboliques et d'effets d'annonce destinés à se donner bonne conscience ? Distribuer des kits économiseurs d'eau pour installer sur nos robinets alors que la plupart en sont déjà équipés. Affirmer avoir planté 10 000 arbres dans Belfort. Je pense qu'on a tous constaté que Belfort, ce n'était pas devenu la forêt amazonienne. Moi, je me demande bien où il les a plantés, les 10 000 arbres. Et ces effets d'annonce, en fait, ne peuvent masquer l'essentiel. C'est-à-dire l'urgence climatique est bien réelle ici à Belfort. Chaque année, les alertes sécheresse se multiplient, les canicules deviennent plus fréquentes, plus longues, plus difficiles à supporter. Il y a même une étude que Mathilde m'a communiquée de Météo France qui montre qu'après une journée de soleil très ensoleillée à Belfort, les températures nocturnes à Belfort peuvent dépasser de 4,3 degrés celles des communes voisines. Et ce sont les habitants dans les logements collectifs, notamment dans les quartiers populaires, qui en souffrent les premiers. Alors face à cela, nous voulons une politique climatique ambitieuse, concrète, et non un simple verdissement de façade. Nous créerons donc de véritables îlots de fraîcheur pour lutter efficacement contre ces îlots de chaleur urbains, en végétalisant la ville, en désimperméabilisant les sols et en repensant l'aménagement de l'espace public. Parce que l'écologie ne doit pas être un slogan, mais une politique cohérente, durable et utile à toutes et tous. Alors je sais que parmi nous, certains ont des jeunes enfants scolarisés, et nous avons tous fait le même constat, parce que moi-même je l'ai vécu, avec le tout numérique, inscrire son enfant à l'école, aux activités périscolaires,
et aux animations d'été qui proposent pendant les vacances, les animations pendant les vacances scolaires, ça relève parfois du parcours du combattant. À cela s'ajoute la difficulté persistante à obtenir une place en crèche et ça inquiète et décourage beaucoup de familles. Alors pour remédier à cette situation, nous rétablirons un accueil physique, humain et accessible en complément des démarches en ligne, afin que chaque parent puisse être accompagné, conseillé et orienté sans obstacle. Nous mettrons également en place la gratuité de la cantine pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté, afin que tous les enfants puissent bénéficier d'un repas de qualité chaque jour, sans que le coût ne devienne un frein. Parce que bien accompagner les enfants et leurs familles, c'est investir également dans l'avenir de notre ville. Et en matière de sport, le maire actuel aime marteler son slogan « Belfort, mordu de sport ». Mais la réalité est bien différente. Sous ces 12 années de mandat, les terrains de football du Mont, de la Pépinière, de la Méchelle ont été laissés à l'abandon. Leur dégradation progressive lui permet aujourd'hui d'en justifier la reconversion. Alors certains en supermarché, d'autres en parc. Alors même que les clubs de foot de Belfort manquent cruellement de créneaux pour s'entraîner et accueillir nos jeunes dans de bonnes conditions. Et la situation n'est guère meilleure du côté de certains gymnases qui souffrent aussi d'un manque d'entretien et d'investissement. Moi j'ai ma fille qui fait du basket, j'ai vu le plafond du gymnase Paro, ça fait peur quoi. Il manque des dalles, il y a des infiltrations d'eau, c'est pas le seul, il y en a plusieurs dans ce cas-là. Alors nous prendrons une toute autre direction. Nous abandonnerons le projet de destruction et de bétonisation du stade Matler et nous engagerons au contraire sa rénovation afin d'améliorer la répartition des créneaux entre les clubs et soutenir la pratique sportive pour toutes et toutes. Notre ambition est simple, faire du sport à Belfort une véritable priorité. Une autre difficulté que rencontrent pas mal de Belfortins, c'est au niveau de la santé. Belfort n'échappe malheureusement pas à la pénurie de médecins ni aux difficultés d'accès aux soins. De nombreux habitants peinent à trouver un médecin traitant, les délais de rendez-vous s'allongent et certains renoncent même à se soigner faute de solutions à proximité. Et pour répondre à cet enjeu majeur, nous créerons une seconde maison de santé, comme c'est le cas, la première qui a été créée à Belfort à quelques centaines de mètres, centre de santé. Donc celle-ci, elle sera implantée au nord de la ville pour offrir à tous les Belfortins un accès aux soins digne de ce nom, plus proche, plus rapide, plus efficace, parce que la santé, c'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. J'ai bientôt fini. Pour conclure, un petit mot sur la démocratie locale. Plusieurs élus ici présents ont été confrontés à un moment donné ou à un autre à l'autoritarisme du maire, que ce soit en conseil municipal ou lors des conseils de quartier. Son absence de véritable dialogue social au sein de la collectivité, avec par exemple la suppression du comité des œuvres sociales, tout comme sa mise en scène d'une démocratie participative qui tient davantage du simulacre que d'un réel partage du pouvoir. Et je vais prendre un exemple, c'est la place Jacques Chirac. Vous savez tous qu'il a envoyé, on a reçu dans nos boîtes aux lettres des petits papiers pour voter à quel endroit on allait installer la place Jacques Chirac. Alors, déjà, c'est lui qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait une place Jacques Chirac, mais c'est une drôle de façon de faire, parce qu'il ne nous a pas demandé si on voulait appeler cette place Jacques Chirac. Il nous a imposé, c'était à nous de choisir maintenant où on devait la mettre. Donc en fait, c'est tout le temps un semblant de participation démocratique où tout est déjà orienté. Et nous, on veut changer ce système. Et donc, pour tourner la page de ces pratiques, nous proposerons par exemple la diffusion en direct des conseils municipaux, afin que chaque Belfortin puisse suivre les débats et contrôler l'action de ses élus. Si les agents le souhaitent, nous remettrons en place le comité des œuvres sociales afin de gérer les prestations sociales et culturelles ainsi que les activités de loisirs accessibles pour les agents de la collectivité. Donc je parle là des agents de la mairie et du Grand Belfort. Et enfin, nous proposerons l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, un référendum local permettant aux Belfortins de soumettre des projets, de donner leur avis ou de contester certaines décisions municipales. Parce que la démocratie locale ne doit pas être un décor, mais un véritable pouvoir partagé. Alors c'est sur ce constat, et avec ces premières propositions programmatiques, que nous allons nous présenter devant les Belfortins. Alors bien sûr, ces propositions ne sont qu'une première étape. D'autres mesures vous seront présentées par les candidats qui m'accompagnent, et ce programme sera enrichi au fil des mois, grâce au travail que nous mènerons à vos côtés.
Et je souhaite remercier nos partenaires dans ce rassemblement, le Parti communiste français, les écologistes, alors je sais plus, je ne vois pas Annie, elle est derrière, le collectif citoyen Belfort en commun, ainsi que les camarades de la France Insoumise avec qui nous avons commencé à élaborer ce programme et qui m'accordent leur confiance pour conduire cette liste de rassemblement. Alors, je le ferai avec humilité et dans un esprit collectif et respectueux de toutes les sensibilités, parce que c'est toujours ainsi que j'ai travaillé et c'est ainsi que je continuerai. Alors, je ne suis pas un vieux briscard de la politique, c'est vrai. Je n'ai jamais compté sur la politique pour vivre. Je me suis engagé assez récemment par conviction. Mon premier mandat de conseiller municipal d'opposition remonte à 2020. Alors ça fait maintenant 6 ans. Alors ça peut paraître long, mais face à certains qui sont là depuis 20, 30 ou 40 ans, on peut dire que je suis un nouveau venu. Et je l'assume pleinement. Et pendant 2 ans, j'ai exercé la fonction de député et j'ai fait de mon mieux, toujours conscient de la confiance que m'avaient accordé les électeurs. J'ai pu rencontrer des centaines de personnes, des habitants, des commerçants, des associations, des jeunes, des retraités. J'ai entendu leurs doutes, leurs colères, leurs espoirs. J'ai aussi pu mesurer la démagogie et le clientélisme de certains élus et je suis résolument, radicalement opposé à cette manière de faire et on va changer les choses. Alors ce mandat de député a renforcé ma conviction à améliorer le quotidien de nos concitoyens et mon attachement à notre territoire et à notre ville. Il m'a énormément appris, tant sur le plan humain que sur le plan intellectuel. Belfortin de naissance, agent du Grand Belfort, je connais notre ville et notre collectivité. J'en vois les forces comme les faiblesses, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais je le dis clairement, je ne serai pas seul. Je pourrai compter sur une future équipe municipale pour m'accompagner et relever les défis qui m'attendent. Qui nous attendent, pardon. Car ce n'est pas seulement un maire que vous allez élire, c'est une équipe qui, j'en suis convaincu, sera complémentaire, déterminée et travailleuse. Mais la bataille, elle va être difficile. L'extrême droite de Marine Le Pen et la droite extrême de Bruno Retailleau ne nous feront aucun cadeau. Ces partis fondent leur stratégie électorale sur la peur, la division, le rejet des autres et des minorités. Nous choisissons un autre chemin, celui de l'unité, de la solidarité et du vivre ensemble. Parce que les Belfortaines et les Belfortins méritent mieux que la peur, la haine comme programme politique. Notre première tâche, c'est d'aller avec vous à la rencontre des Belfortins et des Belfortaines pour diffuser nos propositions sur le terrain, dans les quartiers, sur les marchés, à la rencontre des habitants. C'est de faire entendre nos propositions, de parler d'avenir, de parler de solutions. Et c'est avec vous que nous continuerons le travail d'inscription sur les listes électorales parce que nombre de nos concitoyens et nos concitoyennes sont mal inscrits ou pas inscrits et il faut qu'ils puissent pouvoir s'exprimer en 2026. C'est avec vous que nous construirons cette liste. C'est avec vous que nous ferons naître une dynamique de campagne. C'est avec vous que nous redonnerons envie, espoir et énergie. Et c'est avec vous que nous gagnerons. Pour rendre à Belfort son esprit d'innovation, de solidarité, d'ouverture, pour que chaque habitant, chaque habitante puisse trouver sa place, pour faire vivre pleinement notre diversité dans le respect, dans la dignité et au service du bien commun. Pour tous les quartiers, pour toute la ville, c'est avec vous que nous ferons de Belfort une ville plus démocratique, écologique et solidaire. Et c'est naturellement pour cette raison que notre liste portera ce nom, Belfort avec vous, et ça ne sera pas qu'un slogan de campagne, pardon, ça sera un engagement. Merci. Alors, je vais maintenant appeler un par un les différentes personnes qui ont déjà exprimé leur volonté d'être sur la liste et de soutenir la démarche. Donc, j'appelle Muriel et qui va pouvoir se présenter. 3 minutes chacun. 3 minutes, ça va aller vite. Muriel Tanner, membre du Parti communiste, militante de longue date, syndicale, politique. Je suis enseignante en anglais à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Je suis très heureuse
Muriel a parlé de programme avant de parler de casting. J'en suis vraiment... je suis ravie d'avoir été invitée à faire partie de l'équipe. Je suis arrivée un petit peu plus tard que tout le monde. Et finalement, je suis très, très motivée pour être aux côtés de Florian, qui, soit dit en passant, c'est un scoop, a été mon élève. Alors, j'ai pas testé, mais il me parlait. Discours en anglais, c'est une bonne campagne, on va évacuer. Ok, oui, d'ailleurs, tout sera sous-titré en anglais. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je suis ravie que vous soyez tous là. Je suis ravie d'être là. Je vais faire au mieux. Je vais me battre. Florian l'a dit, on est quand même dans une période anxiogène, tant au niveau climatique qu'au niveau politique. Moi, je pense qu'il faut qu'on se batte parce que, déjà, il y a une liste du Rassemblement national qu'on ne mentionne pas beaucoup, avec un étudiant de l'UTBM, d'ailleurs, à sa tête. Et qu'il faut absolument empêcher d'arriver. Il est déjà arrivé un petit peu à l'intérieur de l'UTBM. Il ne faut pas que ça se propage ailleurs. Moi, c'est vraiment mon credo, c'est aussi cette bataille-là. Et puis, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai les 3 minutes ou... C'est tout bon. C'est tout bon, voilà. Alors maintenant, je vais appeler Zacharia. Est-ce que vous allez bien? Voilà, entre nous là, c'est bien. Si je me suis impliqué dans le militantisme politique, c'est justement pour être un des représentants et pour que les quartiers populaires prennent en main leur avenir. Et ça passe par là. L'échelon communal, c'est le premier échelon de la démocratie. Et il faut absolument que les quartiers participent. Et moi, je vais me battre pour que les quartiers, parce qu'on a aussi beaucoup de QPV à Belfort, que ce soit les Glacis, les Résidences, Bougenel, Belfort-Nord. On a beaucoup de ces habitants, on se rend compte lors des élections, qui votent moins que les autres. Et pourquoi ils voteraient moins que les autres? Il faut se battre pour qu'ils aient leur mot à dire et qu'ils soient impliqués. Et qu'ils soient surtout représentés, qu'on se batte pour une représentativité. Au niveau de la liste, moi je vais me battre avec Florian, il en est d'accord, pour que les quartiers populaires soient le plus représentés possible. Et c'est le seul moyen pour gagner. Essayer d'aller dans les quartiers, réveiller les gens, leur dire qu'ils ont un pouvoir, faut qu'ils aillent voter, et comme ça on gagnera. Donc moi c'est Zacharia Muntassir, je suis militant pour la France Insoumise et je serai aussi porte-parole de la France Insoumise. Et voilà, je suis très content de cette union large et on sera l'alternative à cette politique où les quartiers populaires sont les premiers oubliés. Merci beaucoup. Merci Zacharia. Alors je vais appeler Annie. Bonsoir. Alors je suis la seule qui n'est pas en noir. J'ai pas j'ai pas de dress code. Parce que tu es verte. Tu es verte, voilà. Je suis verte bleue là. Voilà, je m'appelle Annie Bollet. Je suis médecin retraité de l'hôpital, donc je connais bien le milieu santé et hospitalier. Voilà. Ma préoccupation, c'est elle est multiple. Donc je suis chez les Verts, mais ma préoccupation elle est vraiment multiple dans le sens où la santé, c'est pas simplement les médecins, loin de là. Les déterminants de santé sont pour, je crois, 15 ou 20% dans la santé. Hein. Je pense que l'habitat, la nourriture, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, participent largement à notre santé. Avoir envie d'être dans un quartier qui nous plaît, avoir des voisins sympas, enfin bon, ça fait un peu bisounours, je suis d'accord, mais quand même, les déterminants de santé sont pas, enfin je répète un peu, ne sont pas simplement
c'est pas simplement une histoire médicale. Voilà, c'est important, mais c'est pas que. Voilà. Moi, ma préoccupation primordiale, c'est que des choses qu'on ne voit pas beaucoup. C'est l'air. Alors, l'air, on sait très bien, enfin, je pense qu'on aura quelque chose aussi à faire par rapport à l'autoroute qui est très près de Belfort, qui est aussi un déterminant de pollution de l'air. Bien sûr, ça ne se voit pas. Hein, il n'y a pas des traces jaunes, marron, je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais la circulation automobile, la circulation des camions est un vecteur de pollution. Et on sait très bien que, par exemple, en France, il y a 400 000 personnes qui meurent liées à la pollution de l'air. Hein, voilà. Bon. Je ne vais pas plomber l'atmosphère. mais je pense que pour moi, on n'en parle pas assez. Voilà. Je pense mais c'est pas, simplement, je ne sais pas, réduire, je vais faire des heureux, réduire la vitesse au niveau de l'autoroute, ça serait déjà un bon signe. Et puis réduire également la vitesse et réduire. Moi j'habite vers l'avenue Jean Jaurès, donc je connais très bien ce quartier-là. Et tous les jours, il y a une personne dans une voiture et l'air qu'on respire dans cette avenue Jean Jaurès est toxique quand même. Bravo. Moi je connais bien. Le Nord-Franche-Comté, autant où il y avait des études sur les cancers, le Nord-Franche-Comté est particulièrement pénalisé par rapport, il y avait le registre des cancers du Doubs qui a été supprimé. Et les registres des cancers, ça devrait être une des priorités, parce qu'on a beau dire, oui, bah, alors, le cancer augmente, patati patata, oui, ok, d'accord. Mais on parle de l'alcool, on parle du tabac, mais on ne parle jamais d'autre chose. C'est toujours la responsabilité individuelle, alors qu'il y a la responsabilité collective. Encore une fois, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, il y a quand même d'énormes impacts. Voilà. Et alors, je vais encore vous dire un truc. J'y tiens beaucoup parce que ça. Oui, je vais arrêter. Mais j'y tiens beaucoup, c'est l'histoire de cancer parce que ça me touche. Et que avant les années 60, il y avait quasiment zéro cancer pédiatrique. Zéro. Et depuis les années 60, devinez ce qui s'est passé, il y a eu des pesticides et des insecticides. Voilà. Et je pense que ça serait aussi, là, vraiment, avoir une ceinture verte, non polluée par les pesticides et les insecticides, ça me plairait énormément. Je serais vraiment... moi, je suis trop vieille maintenant, mais je vais passer la... Je suis conseillère municipale, conseillère communautaire sortante. Mais là, je suis un peu épuisée. Voilà. Donc, je vais quand même continuer, bien sûr, parce que j'y crois. Et je crois à l'équipe. C'est une aventure humaine que je connais depuis 2020. Et je suis pas une politicienne. Moi, je suis pas du tout une politicienne. Moi, je suis quelqu'un d'affectif. Donc, et j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille. Merci. Annie. Si tu les aimes, les gens avec qui tu travailles, il ne faut pas les fuir. Je vais appeler maintenant Karel, qui puisse venir se présenter. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc Karel Trapp, voilà, j'ai 65 ans, je vis depuis de nombreuses années à Belfort-Nord, à côté du stade Matler, et puis auparavant sur le quartier de Dardel, et je suis retraité. Alors, 2 mots juste sur mon activité professionnelle. J'ai commencé dans le domaine de l'industrie pendant une douzaine d'années, donc essentiellement l'Alstom. C'était aussi le temps des premiers combats syndicaux pour moi, et puis les premières applications également dans les activités du comité d'établissement. Donc j'étais animateur, puis directeur de centre de vacances.
Et parallèlement à ça, donc j'ai commencé à m'impliquer dans la vie associative, alors dans une association de théâtre amateur, dont je fais toujours partie aujourd'hui, et puis dans l'univers carcéral. Après cela, justement, j'ai basculé, j'ai arrêté cette activité professionnelle dans l'industrie et j'ai décidé de travailler dans le secteur du social, entre guillemets, et j'ai commencé par la prévention de la délinquance. Alors c'est peut-être justement parce que j'avais découvert le milieu carcéral que je voulais travailler sur ce champ-là. Et c'est là la seule excursion, je dirais, que j'ai faite dans la fonction publique pendant ces années-là, donc j'ai travaillé dans la fonction publique. Et ensuite, j'ai intégré les Francas du territoire de Belfort. J'étais responsable des activités des Francas sur Belfort. Et après, j'ai pris la direction de la régie de quartier des Glacis, où j'ai fini ma carrière. En fait, je suis parti juste après la transformation en régie des quartiers de Belfort. Je pense que vous connaissez cette association, parce qu'elle est aussi présente sur le quartier des résidences et sur Belfort Nord. Voilà. Donc, ça c'est l'activité professionnelle. Pendant tout ce temps-là, moi, j'ai jamais vraiment été impliqué politiquement, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que, étant responsable associatif d'associations qui dépendaient beaucoup de la commande publique, des subventions, des collectivités, je ne voulais pas, par mes convictions politiques, les mettre en porte-à-faux. Et puis parce que j'ai eu la chance de bosser avec des associations qui avaient vraiment un projet politique fort, et notamment à l'échelle des quartiers populaires. Et ça, c'était vraiment ma tasse de thé, et j'avais vraiment l'impression d'œuvrer pour une politique qui me semblait particulièrement intéressante et qui, en plus, touchait donc des personnes qui en avaient particulièrement besoin. Voilà, à ma cessation d'activité, on a été un certain nombre de citoyens, quelques citoyens, citoyennes, je reconnais quelques-unes dans la salle, qui sommes allés rencontrer les partis politiques afin de les alerter et de leur dire que c'était fini, là il fallait cesser les guerres fratricides au vu de la situation de Belfort sous la dictature entre guillemets de Meslo. Ça c'était en janvier 2019 et à l'été suivant, donc à l'été 2019, les Verts ont fait un appel au rassemblement des forces de gauche et écologistes qu'on a bien sûr rejoint. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le collectif En commun pour Belfort. On est arrivé en seconde position, on a 4 élus d'opposition. Au gré des départs, j'ai intégré aussi le conseil municipal et le conseil communautaire. Et mon engagement, moi, c'est de continuer ce travail-là, de défendre en fait ce que j'ai fait pendant toutes ces années au sein du collectif En commun pour Belfort, c'est-à-dire une ville en transition écologique et climatique, une ville en transition sociale et solidaire, et une ville en transition démocratique et citoyenne. Merci. Mathilde. Mathilde Regnault, moi je suis née il y a 45 ans tout près d'ici, à la ZUP, je suis une fille de la petite Hollande. Ça fait maintenant à peu près 16 ans que je vis à Belfort. Moi je suis divorcée, maman de 3 enfants, dont vous avez un magnifique exemplaire dans la salle, je vous laisserai trouver vous-même, et dont l'aîné de ces 3 enfants votera pour la toute première fois de sa vie en mars prochain. J'aimerais bien faire de ce moment un moment inoubliable pour lui. Alors, moi, je suis historienne et bibliothécaire de formation. J'ai eu un parcours professionnel varié. J'ai fait un certain nombre de choses. J'ai travaillé en bibliothèque, j'ai enseigné. J'ai travaillé auprès de Florian quand il était député. C'était extrêmement formateur. Et là, depuis un peu plus d'1 an, je travaille au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, où on travaille dans la recherche à essayer d'inventer la culture du futur. C'est absolument passionnant. À côté de ça, je suis militante aussi depuis très longtemps dans pas mal d'associations, de collectifs, de structures, et parce qu'il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur, qui sont des sujets d'écologie, des sujets d'égalité, de lutte contre les discriminations et de lutte contre l'extrême droite, de droits humains en général et de droits des femmes en particulier, puis aussi d'engagement citoyen. Parce que moi, je pense que la politique, c'est l'affaire de toutes et tous. C'est à nous toutes et tous de la faire. Et c'est justement parce que j'étais très engagée dans tout ça que j'ai fait mon entrée en politique, comme Karel l'a dit, par le collectif En commun pour Belfort en 2020, parce que j'avais entendu cette phrase qui disait que moi j'étais assez déçue de ce que je voyais dans le milieu politique, et j'avais entendu cette phrase qui disait « En politique, quand tous les dégoûtés seront partis, il ne restera plus que les dégoûtants ». Je me suis dit, on ne peut pas laisser ça, on ne peut pas laisser que les dégoûtants continuer à faire de la politique, donc c'est notre place, il faut qu'on la prenne. J'ai été élue municipale, élue au conseil d'agglomération, ça m'a appris beaucoup de choses, pas toujours forcément positif, mais c'est ça que je continue, c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est parce que
Il n'y a qu'ici, qu'avec ces composantes qui vous ont été présentées ce soir, qu'on peut porter tous ces sujets extrêmement importants, notamment de lutte contre les discriminations, contre l'extrême droite, etc. Donc je suis là parce que je crois en ce collectif, parce que je crois au cadre du nouveau Front populaire, puis parce que je connais suffisamment bien Florian pour savoir qu'il est la bonne personne pour mener cette aventure et puis pour nous conduire à la victoire. Je vais appeler Bertrand. Je suis en phase de pré-dinosaure, hein, puisque... Non, petit clin d'œil, donc Bertrand Chevalier, je représente le Parti communiste dans cette future liste. Je parle de dinosaure parce que j'ai été élu, donc j'ai 52 ans, je suis fonctionnaire, je travaille dans un secteur qui parle beaucoup en ce moment, c'est les finances publiques. Voilà, donc, je suis aussi représentant syndical dans cette administration. Donc je parle de cette transition parce que j'ai été élu en 2008-2014, donc ça date un petit peu, c'est pas si loin que ça, mais ça date, c'est un peu une autre époque. Il y a dans la salle peut-être au moins une personne qui a connu ces heures où la gauche était en gestion. Et ce que je veux apporter, au moins à titre personnel, c'est cette expérience dans la future équipe de se transmettre un savoir-faire, peut-être aussi des conseils pour qu'on puisse porter des projets concrets de changement, de radicalité concrète. C'est la force du Parti communiste quand il est en gestion, c'est de mener à la fois des visions très fortes sur des thèmes chers, c'est souvent les thématiques sociales, mais aussi écologiques, environnementales maintenant, de cadre de vie. Donc c'est ce qu'on peut faire, c'est utiliser les moyens des collectivités pour changer la vie. Voilà, on aura un œil très particulier sur la question des tarifications, comment une municipalité peut mobiliser ses moyens financiers qui sont très contraints maintenant, puisqu'on a un gros sujet sur les moyens des collectivités qui sont alloués par l'État, beaucoup plus de charges qu'avant, moins en moins de recettes, mais comment nous, on peut tous ensemble trouver des priorités, enfin se cibler des priorités pour que la vie des gens change concrètement. Zach a parlé des quartiers populaires, hein, autour de nous, j'habite la Pépinière, on a beaucoup de pauvres, de personnes qui vivent des fins de mois très difficiles. Donc là, une ville, une collectivité, je parle de la commune, mais aussi de l'agglomération, et de ces outils, on peut changer la vie concrètement. Donc c'est un peu cette vision qu'on apportera. Il y a d'autres personnes qui nous rejoindront, hein, des camarades qui sont là dans la salle et qui apporteront ce soutien du PC. Le dernier mot, c'est un peu aussi symbolise voilà, cet accord politique, puisqu'on j'ai été à la tête deux fois d'une liste du Parti communiste. Avec Muriel, on était les deux chefs de file de cette liste. Alors il y a un piège, il y a deux Muriel. Hein, donc, il y a Muriel de ZLE. Voilà, elles sont toutes les deux. Voilà, donc, mais on était donc, avec les deux Muriel dans ces listes et on a choisi, avec nos camarades, de rejoindre cette dynamique autour de la France insoumise, d'En commun pour Belfort et des écologistes. Pour moi, c'est un fait marquant. Nous, on sent qu'on est dans le bon camp. Tout à l'heure, on parlait j'ai été interrogé par un journaliste sur la question du rapport du PC et de la France insoumise. Mais voilà, on sait, ça ne va pas se cacher, il y a des discussions. Mais moi, je ne me trompe pas parce que les gens que je vois ici, Florian, même tous ceux qui autour de moi, on se retrouve tout le temps dans les manifs. On se connaît presque. Il y a des jeunes, mais moi je ne me trompe pas de camp parce qu'on se connaît, on se fréquente dans les luttes. Ce sont tous des gens qui travaillent. C'est Florian, quelqu'un de, je sais, honnête et puis engagé, qui n'est pas prétentieux. Donc c'est pour tout ça que moi, non seulement ça ne me dérange pas d'être aux côtés des camarades de la France insoumise, mais j'en suis même fier. Et puis avec les écologistes, avec les camarades, les copains d'En commun pour Belfort, pour finir sur la question politique, on sait aussi se rassembler. Muriel, à la région, travaille avec toutes les forces de gauche, le Parti socialiste aussi. Ils font des belles choses, c'est pas toujours simple. Il y a des débats, il y a parfois des ambiguïtés, des contradictions, mais on peut mobiliser nos énergies pour changer les choses. Donc voilà, on a du pain sur la planche, mais je sens que là, on est du bon côté du manche pour une fois. Juliette. Bonsoir.
Donc moi, je m'appelle Juliette, je suis professeure des écoles, je travaille en Haute-Saône et j'habite sur Belfort dans le quartier Gare. En fait, moi j'ai commencé vraiment à m'engager en politique en 2020, donc dans le collectif en commun pour Belfort. C'était mon premier engagement vraiment. Au départ, j'ai travaillé surtout sur le programme et puis petit à petit, je me suis sentie capable d'aller un petit peu plus loin et d'accepter d'être sur la liste. Puis après, j'ai rejoint la France Insoumise et Florian. Et j'ai été aussi, du coup, suppléante de Gérald Lorida sur la Circo 1 au moment des élections législatives dans le cadre de la NUPES. Voilà, moi, si je tiens à m'engager à nouveau aujourd'hui pour les élections municipales, c'est avant tout pour changer la ville, pour changer Belfort. Moi, je suis arrivée à Belfort il y a 25 ans, puisque je suis originaire du Haut-Doubs. C'était une ville qui était vraiment marquée à gauche. Je trouvais que c'était une ville très accueillante, très agréable à vivre, en particulier avec des enfants. Moi, mes enfants, ils ont bénéficié de places en crèche, ils ont bénéficié des francas, de centres sociaux de qualité, d'un accueil périscolaire qui était fantastique, et puis d'un service des sports qui était génial. Et puis, depuis que Meslo est arrivé en responsabilité, moi j'ai eu le sentiment clairement que tout se dégrade. Moi, ce qui me frappe le plus à Belfort actuellement, c'est la pauvreté. Et voilà, pour moi, il faut absolument qu'on arrive aux responsabilités pour essayer de donner tous les moyens, d'utiliser tous les leviers dont on dispose pour lutter contre la précarité et contre la pauvreté. Mais il y a un autre élément qui m'importe beaucoup, c'est la méthode. Parce que je vous ai dit, moi, j'ai commencé avec le collectif En commun pour Belfort, et dans ce collectif, le mot en commun, c'est pas juste un mot, en fait. C'est vraiment une façon de faire, une façon de travailler. Nous, ce qu'on veut, c'est construire avec les gens, avec les simples citoyens, mais aussi avec les militants associatifs, les militants politiques, les militants syndicaux, puis aussi, après, éventuellement avec les agents municipaux, un projet pour la ville. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir redonner envie aux gens aussi de s'engager en politique, parce que la politique, je crois que c'est pas un gros mot. C'est le fait de s'occuper collectivement du bien commun. La ville, elle est à nous, c'est notre bien commun, et je considère que c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire pour nous et puis aussi pour nos enfants. Alors on a aussi d'autres personnes qui seront sur la liste, et qui seront présentées lors de réunions ultérieures. Et je vais passer la parole à Mathilde. Tu as gagné le droit de t'asseoir, Florian. On va maintenant passer à une deuxième étape. Vous avez vu un peu les gens, le collectif, et on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Je pense que Karel, tu vas retrouver l'ordinateur pour aller plus précisément sur les premières mesures du programme. Alors j'insiste sur ce mot de première mesure. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que c'est pas complet, s'il manque des choses, c'est normal. C'est que le début. Et ce début, je vais vous expliquer un peu comment on en est arrivé là. Tout le travail qui a été fait sur le programme jusqu'à présent s'est appuyé sur ce qu'avaient porté nos deux listes, que Bertrand a cité tout à l'heure, donc la liste L'Humain d'abord et la liste En commun pour Belfort. On a travaillé à reprendre ces mesures, à les réactualiser si elles étaient encore utiles. Elles se sont enrichies des réflexions des uns et des autres. Et puis, ce travail, il se base aussi sur tous les retours qu'on a eus de votre part lors des deux réunions qu'on a faites en mai et juin dernier. Vous aurez l'occasion de continuer à les enrichir. Muriel l'a dit tout à l'heure, on vous proposera, on en reparlera tout à l'heure, de venir participer au mercredi du programme, dès mercredi prochain, rendez-vous ouvert, où chacune pourra venir contribuer. Avant qu'on vous détaille ces premières mesures, je vais juste vous donner quelques mots sur la cohérence générale du programme, même si je crois que vous avez déjà entendu pas mal de choses ce soir. Le premier axe, en fait, c'est qu'il s'agit de dire qu'on veut faire avec vous et pour vous. Et quand je dis ce « vous », ça veut dire tous les Belfortains et toutes les Belfortaines, sans distinction de quartier, d'origine, etc. Et ça, c'est l'élément démocratique, c'est l'axe démocratique du programme. Le deuxième grand axe, c'est l'axe de on veut avoir une vigilance, une attention toute particulière aux plus fragiles.
Quand je dis les plus fragiles, je pense par exemple aux personnes en situation de handicap, je pense aux personnes âgées, et je pense à toutes les personnes qui sont victimes de racisme ou de toute autre forme de discrimination. En fait, cet axe-là, c'est l'axe de l'égalité. L'égalité, ça ne doit pas être juste un mot, ça doit être quelque chose qu'on vit. Et ça, donc, là, cette deuxième grande orientation, c'est l'orientation sociale, bien évidemment. Et puis, le troisième grand axe, c'est l'amélioration du cadre de vie, c'est à ça que ça sert. Et là, on a cet aspect d'environnement. Et pour ces trois grands axes, il y a quand même un outil qui est essentiel dans les politiques publiques au niveau des municipalités, c'est les services publics. Les services publics, c'est la clé de tout ça. Ils seront au cœur de notre démarche et de notre travail si on gagne. C'est-à-dire que nous, on va toujours pousser à soutenir les services publics, les développer, voire en créer de nouveaux, comme on aura l'occasion d'en parler. Et donc ces trois axes et cet outil, eh ben, ils sont reliés ensemble par, non pas un fil rouge, je dirais, mais un fil vert. Un fil vert qui est celui de l'écologie. Mais attention, quand je dis écologie, c'est, comme Florian l'a très bien dit tout à l'heure, je ne peux pas parler ici d'une écologie cosmétique, d'une écologie de surface, où juste parce qu'on a planté 3 arbres, on pense qu'on est écolo. L'écologie, elle se préoccupe des vrais problèmes, elle va au fond des choses. L'écologie que nous, on défend, c'est l'écologie qui permet d'adapter la ville aux impacts du dérèglement climatique qu'on connaît toutes et tous, et qui permet de l'adapter justement pour les personnes qui souffrent le plus de ces impacts. C'est-à-dire une écologie qui est sensible aux personnes qui sont victimes de la chaleur. On en a parlé. Une écologie qui permet d'adapter la ville aux questions, par exemple, du manque d'eau dans le territoire tous les étés. Tous les étés, on est en vigilance sécheresse. C'est quand même une problématique extrêmement importante. Mais c'est aussi une écologie qui adapte la ville aux personnes qui souffrent de la qualité de l'air. Annie en a parlé tout à l'heure. Les questions de santé et de prévention à ce niveau-là sont extrêmement importantes. Puis pour prendre qu'un dernier exemple, mais il y en aurait d'autres, une écologie qui est attentive aux personnes qui sont victimes de la malbouffe. La question de l'alimentation, elle est importante. Donc, vous voyez, l'écologie qu'on porte, c'est pas du tout une écologie bourgeoise ou déconnectée, c'est vraiment une écologie du quotidien, une écologie qui permet de mieux vivre au quotidien. Donc, ça, c'est les grands axes du programme. Et donc, on va vous décliner par grands thèmes, qui seront aussi les grands thèmes de chaque séance de mercredi, où on vous proposera de venir contribuer, un certain nombre de mesures. Et après ces présentations qu'on va essayer de faire assez rapidement, de manière assez dynamique, on aura un temps d'échange tous ensemble. Donc on peut partir sur démocratie locale et vie associative. Je crois que c'est Florian Isaac. Je te laisse parler du RIC. Oui. Bon, alors le RIC, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler parce que c'était un grand sujet, notamment en 2018 pendant les Gilets jaunes, donc c'est le référendum d'initiative citoyenne. Alors nous, on veut faire un référendum d'initiative citoyenne locale, donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ça permettra la possibilité, ça donnera la possibilité aux habitants de Belfort de donner leur avis sur un sujet, de proposer un sujet à la municipalité. C'est-à-dire que il faut qu'on réfléchisse pour donner des règles, comment, à partir de quel seuil, si c'est 10% de l'électorat, si c'est 15%, voilà. Et ça permettra d'amener un sujet au conseil municipal et que ça soit débattu lors du conseil municipal. Mais ça sera aussi, ça pourra permettre aussi donc, de proposer, de remettre en cause un projet municipal. Si par exemple, les habitants estiment que voilà, on veut rénover, je sais pas moi, quelque chose et ça leur plaît pas, eh ben, s'ils arrivent à réunir le nombre de signatures souhaitées, eh ben, on pourra en rediscuter en conseil municipal. Donc c'est vraiment une intervention citoyenne dans la vie publique. C'est pas seulement vous mettez un bulletin dans l'urne et on vous rappellera dans 6 ans. C'est vraiment une démocratie du quotidien. Les permanences de quartier qui vont servir à rapprocher en fait les élus de la population, avoir des élus dédiés à chaque quartier qui soient les référents de ces quartiers-là, pour une meilleure prise en charge des questions de proximité, justement, et pour un lien étroit avec les centres sociaux et les associations. Ce sera vraiment l'élu de proximité qui sera référent sur son quartier. Ce sera la première personne à interpeller pour les habitants
c'est bien de le faire parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les élus, ils sont très très loin et que le premier qu'on doit interpeller, c'est le maire. Et lui, il est encore plus loin. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'interpeller les élus au niveau de la municipalité. Alors, la transparence de la vie publique, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait dans beaucoup de villes, mais ça ne se fait pas à Belfort. Ils le font au conseil départemental, mais la ville de Belfort ne le fait pas. C'est la diffusion en direct des conseils municipaux, alors soit sur le site de la ville, soit sur les réseaux sociaux. Ça permet de suivre les débats, de se rapprocher de l'actualité politique de sa ville, mais ça permet aussi de voir un petit peu comment les élus se comportent au conseil municipal, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient des surprises, parce que des fois, les débats sont rudes et pas forcément bienveillants. Ensuite, c'est une mise en ligne complète des documents importants. Pareil, je fais référence par exemple aux délibérations qui sont prises au conseil municipal. Il y a plein de choses qui sont votées, mais c'est très difficile à l'heure actuelle, c'est pas intuitif du tout, c'est de pouvoir y accéder plus facilement, et pas seulement pour tout ce qui est délibération de la ville, mais c'est aussi pour la transparence de tous les organismes liés à la ville, Tandem, C'est ma ville, tous les syndicats mixtes, qu'on puisse les trouver facilement, parce que ça permettra d'avoir des informations et de comprendre comment ça fonctionne. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de C'est ma ville, mais je suis sûr que très peu d'entre nous savent comment fonctionne C'est ma ville, qui siège dedans, etc. Donc ça permet d'avoir un accès plus complet aux documents, et aussi une transparence des subventions attribuées aux associations, parce qu'on sait que ça fait partie du clientélisme, les subventions aux associations. Alors c'est sûr, on peut les retrouver dans les dossiers des conseils municipaux. Alors voilà, vous avez un dossier avec 400 pages dedans, c'est pas très digeste. Déjà, il faut essayer de le trouver sur le site de la ville, donc c'est compliqué. Donc là, on veut que ça soit transparent, on veut savoir combien la ville de Belfort donne à telle ou à telle association. Voilà, donc c'est juste de la transparence. Concernant la vie associative, donc le soutien de la vie associative et au projet, le respect de l'indépendance des associations, l'accompagnement et la gestion associative, et surtout en redonnant du sens et une mission forte aux maisons de quartier et centres sociaux. Il y a quelques années, les centres sociaux ont été refondés. Chaque centre social avait son identité propre, avec son conseil d'administration, son président. Donc du coup, il y avait vraiment une implication du centre social directement du projet. Il faut savoir que dans l'éducation populaire, le projet doit venir des habitants pour être remonté. Les professionnels sont au service des habitants pour monter les projets, pour vous accompagner, vous, à monter vos projets. Et avec Oikos, en fait, ils ont un peu inversé le schéma. Et c'est la ville qui décide ce qu'elle fait dans les quartiers, même si c'est pas cohérent avec les habitants ou avec la population. Si les habitants veulent faire tel ou tel projet, on ne leur demande pas leur avis, on leur impose des projets. Et ce qui a résulté de cette manière de faire, déjà c'était pour donner moins de moyens aux centres sociaux, et deuxièmement, les centres sociaux se sont vidés. On l'a vu, notamment ici à la maison de quartier ou au CCSRB, mais dans tous les centres sociaux, les maisons de quartier et les centres sociaux se sont petit à petit vidés. On va passer au point 2, l'environnement et cadre de vie. Je ne sais plus qui sont les deux, Karel et on ne se donne pas plus d'une minute par diapo. Hein. Ouais, je précise parce que sinon c'est trop loin. Je suis pas sûre. C'est Karel. Il faut essayer d'être bref. Donc, environnement et cadre de vie. Donc, le premier point, donc, c'est la ceinture verte. Le deuxième, une régie agricole, une légumerie, puis la végétalisation de la ville. Donc, si on avance un petit peu vite, voilà la ceinture verte. Alors, quelque part, c'est un objectif à long terme qui tend à atteindre une forme de souveraineté alimentaire, voire de résilience alimentaire. Et donc, pour atteindre cette souveraineté, ça va prendre beaucoup de temps, c'est un projet à long terme, mais on va donc tenter de faciliter l'accès des maraîchers à la terre agricole. Pour cela, il faudra tenter aussi de sanctuariser nos terres agricoles, notamment autour de Belfort, parce que sur Belfort, il n'y a pas beaucoup de surface agricole utile.
Et puis l'objectif là derrière, donc, c'est d'avoir une production de légumes biologiques d'envergure. Pourquoi? Parce qu'on souhaiterait en cela alimenter notre restauration collective. Donc la restauration collective, on en reparlera un petit peu plus tard. Et un autre objectif, c'est bien sûr de créer des emplois dans l'agriculture. Alors la deuxième mesure, c'est une régie agricole qu'on souhaite mettre en place. Donc une régie, c'est quoi? Ça veut dire concrètement que il y aurait des gens, des services, des employés de la ville de Belfort qui seraient employés à produire des légumes. Voilà. Donc l'idée derrière ça, c'est vraiment de se réapproprier, de se dire que la compétence, l'alimentation et l'agriculture, c'est super important et qu'il faut que la collectivité s'en empare, un peu de considérer que l'alimentation, c'est un commun qui concerne tout le monde et vraiment de mettre les mains dedans via directement les services de la collectivité. Avec aussi l'idée derrière de fournir une partie des légumes, des aliments pour les cantines scolaires pour que ça bénéficie d'abord aux enfants belfortins. Et dernière chose, on envisage aussi, un peu comme Karel l'a dit là, dans le cadre des emplois, de dire on pourrait salarier des maraîchers ou créer des partenariats avec des maraîchers locaux à Belfort ou aux alentours déjà existants. Voilà. Tout ça pour faire bénéficier l'alimentation aux Belfortins et en priorité aux enfants dans les écoles. Alors une légumerie, bien sûr, les légumes. Je vais juste réagir par rapport à ça pour que les gens comprennent bien. C'est qu'on a des gens qui sont payés à l'heure actuellement pour faire pousser des fleurs, pour embellir Belfort, et nous on souhaiterait faire pousser des légumes en fait, pour nourrir nos enfants. Voilà, c'est ça la différence. C'est exactement ça. Donc ces légumes, ce ne sera pas le tout de les produire, il faudra aussi les préparer pour qu'ils arrivent dans l'assiette. Et là, donc, on imagine la création d'une légumerie. Il n'y en a pas pour l'instant sur Belfort, mais il y en avait une par le passé. Elle a arrêté son activité il y a quelques années. Et ça permettrait aussi de créer des emplois dans le champ de l'économie sociale, dans la mesure où cette activité-là, on pourrait très bien la confier à une structure de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, par le biais de la commande publique, soit en délégation de services publics, soit sur un marché à clause sociale. Je pense notamment donc au monde du handicap, tout simplement parce que la légumerie qui existait auparavant sur Belfort était portée par l'ADAPI du territoire de Belfort. Et un dernier axe donc sur l'environnement, c'est évidemment la végétalisation de la ville, mais bon, comme ça a été dit, pas une végétalisation pour faire semblant. Donc là, vraiment déployer massivement des arbres, désimperméabiliser les surfaces pour faire du végétal, et lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur, donc qui sont les endroits où il fait le plus chaud, qui sont essentiellement en ville, où c'est très urbanisé, très minéral. Avec les chaleurs à répétition, les canicules qui vont augmenter avec le changement climatique, c'est absolument nécessaire. Donc voilà, on adapte la ville et de manière un peu plus large, l'idée c'est en fait de développer ce qu'on appelle un urbanisme qui est favorable à la santé. C'est-à-dire qu'on va penser l'aménagement de la ville, de l'espace public pour être favorable à la santé. Alors comme l'a beaucoup dit aussi Annie, voilà, tout ça, le fait d'avoir des arbres en ville, du vert, ça a un impact directement sur la santé. Et on travaillera aussi, quand on parle d'urbanisme, à réduire toutes sortes de pollutions. On a parlé de la pollution de l'air, les pollutions sonores, qui aussi peut avoir un impact énorme. Et voilà, d'autres choses, aussi toutes les luttes contre on va dire par exemple les moustiques tigres et les risques émergents avec les maladies vectorielles qui peuvent être amenés aussi par ce genre de choses. Voilà, on va aborder encore, tous les sujets sont importants, mais continue avec la question de l'habitat. Alors pour une commune, c'est un sujet majeur qui a, cette commune, le maire, il a des leviers d'action, notamment alors, le droit pas le droit du sol, mais le droit de l'urbanisme, la politique de préemption, d'orientation des parcelles, avant ça s'appelait le plan d'occupation des sols, donc il y a des leviers. Il y a un deuxième levier, c'est les interactions avec ses partenaires, donc on pense à l'office de l'habitat, donc le territoire habitat, donc il y a des vrais pouvoirs et des moyens d'action. Donc sur une première partie pour l'habitat,
c'est la question de la rénovation énergétique. On en a déjà parlé, le coût de la vie, le chauffage, ça coûte de plus en plus cher et c'est une source de nuisance écologique puisque on gaspille de l'énergie et la meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Donc pour le premier levier, c'est tout simplement que la commune elle peut agir sur les bâtiments qu'elle possède. Donc majoritairement, on va dire les écoles, parce que la commune n'a pas de logement en direct, mais continuer la rénovation et accélérer sur la rénovation des écoles pour le bien-être des enfants et puis du personnel, et puis donc toujours en vue des rénovations des économies d'énergie. Donc pour supprimer les passoires thermiques, c'est ces bâtiments qui sont extrêmement énergivores. Le but, évidemment, c'est j'ai parlé tout à l'heure du porte-monnaie, c'est de réduire les factures des locataires. La question, on parle d'accompagner les propriétaires, c'est la question de l'habitat privé, des petites copropriétés ou des habitats, si vous êtes personnellement propriétaire de votre maison ou de votre appartement, c'est parfois compliqué de rénover. Alors il y a des mesures, il y a des aides, et on voudrait créer un guichet unique, que la commune soit l'interlocuteur unique pour aider, faire l'interface avec toutes les administrations ou les subventions possibles. Et puis ces vecteurs de création d'emplois. Pour la question de la rénovation aussi, on peut abonder la commune ou l'agglo ou les deux en même temps. Donc ça sera à voir quels moyens financiers on peut engager pour aider là donc dans la rénovation. La suite, ça va être alors là on est sur la question plus du logement en lui-même. Je vais parler de levier, le logement social. Donc l'opérateur, c'est pas directement la mairie, ici c'est Territoire Habitat et Veolia. L'autorité de tutelle, c'est plutôt le conseil départemental, mais c'est la ville, elle a un partenaire fort. Notre objectif, c'est favoriser la mixité sociale. C'est pas de créer des ghettos, ou c'est surtout mettre fin à certains regroupements, certains types de ghettos, même s'il ne faut pas caricaturer. On ne va pas non plus croire que il y a quand même de la mixité qui existe, mais il faut favoriser cette mixité en transformant le bâti. Donc il faut varier, se questionner sur la question des grandes tours, remplacer l'habitat par ces grandes tours par des logements plus petits, plus adaptés. Donc permettre à des gens, à tout le monde, au plus grand nombre d'arriver au logement économe et moderne. L'habitat coopératif, c'est une question sur des nouveaux types de fonctionnement de vivre à plusieurs, des ménages qui peuvent se mettre ensemble dans un bâti, ou si on les questions de relations intergénérationnelles, ça existe déjà aussi d'avoir des appartements de jeunes étudiants à côté de personnes plus âgées tout simplement, et pour leur rendre des services. Donc ça, il faut qu'on le favorise. Et la question du parc privé, la rénovation du parc privé ancien vers du logement social. Alors là, il y a plusieurs entrées. La question de la préemption, l'outil municipal, mais il y a eu longtemps une politique communale de préemption, même en vieille ville, en centre-ville. Et ça, j'en discutais avec François Bloch, certains le connaissaient, c'est un camarade qui a été adjoint à l'urbanisme, je salue, et qui est décédé, mais qui, à l'époque, il a été dans les séries d'adjoints à l'urbanisme, il a été là, et il préemptait des bâtis, en plan centre-ville, pour dire on va faire du logement social. Et c'est évidemment ce que fait plus du tout Meslov, parce que lui, il a décidé quand il préempte, c'est pour faire ses affaires de commerce, mais il ne donne plus de terrain pour le logement social ou de bâti. Donc c'est ce qu'on veut. On veut refaire la ville sur la ville avec du logement social. Bien. Alors pour les mobilités, d'abord, rappeler que les mobilités, ça doit être compris comme le service que l'on propose à l'usager, qui lui permet d'associer différents modes de déplacement qui s'articulent entre eux. Et donc, dans cette première présentation, ce soir, nous avons choisi des mesures qui se rapportent à deux modes de déplacement, le vélo, le bus, et à un pôle d'échange, à savoir la gare de Belfort en ville. Pour
Pour favoriser le rapport modal vers les transports en commun, il faut en améliorer l'offre et la facilité et la sérénité d'usage. Donc les mesures qu'on va vous proposer ce soir, on va vous présenter ce soir, s'inscrivent dans ces deux axes. Pour commencer, nous nous proposerons donc d'améliorer l'offre existante en augmentant la fréquence sur des lignes urbaines, mais aussi sur des lignes rurales. Même si là, effectivement, on sort de l'emprise de la municipalité, il faut bien penser que le réseau Optimo, c'est l'urbain, mais c'est aussi le rural. Donc notre réflexion et la réponse aux besoins des usagers s'étendront aussi bien sur l'urbain que sur le rural. Il y a aussi un travail qui devra être mené sur la desserte de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et le souci aussi sera de répondre, enfin du moins l'objectif sera de répondre aux soucis des usagers, notamment aux heures de pointe. Quand on écoute un petit peu les gens qui prennent le bus, on a des fois des remontées de personnes qui nous disent qu'aux heures de pointe, ils n'ont pas pu monter dans le bus, ils sont restés sur le trottoir, parce qu'effectivement le bus était complet et il n'y avait plus de place pour eux. Donc ça, c'est un point à prendre en compte, donc une augmentation de la fréquence de passage. D'autre part, la flotte de bus que nous avons à Belfort est vieillissante et à ce jour, elle est entièrement dépendante des énergies fossiles. Accroître et sécuriser l'offre afin d'éviter les tracas que nous avons connus en 2025 nous obligera à renouveler notre flotte en diversifiant les technologies de véhicules électriques afin d'éviter de miser sur l'hydrogène systématiquement, ce qui est la politique de la ville et de l'agglo actuelle. On a eu effectivement le problème des bus qui ont brûlé en début d'année, mais il faut reconnaître que l'objectif qui était celui de la municipalité et de l'agglo était d'atteindre un renouvellement à moitié de la flotte en 2026 en hydrogène. On en est loin et en tout cas, nous, on s'inscrit en défaut par rapport à ça. Hydrogène, oui, éventuellement, pourquoi pas, mais aussi d'autres modes décarbonés. Pour les vélos, donc, notre projet est de construire un plan vélo et pour ce faire, associer et concerter systématiquement les associations d'usagers, vélos ou transports en commun, dans l'optique de complémentarité entre les piétons, les cyclistes et les usagers des transports en commun. Pour étudier les accès des bâtiments publics, et notamment les écoles, de manière la plus sécurisée possible. Envisager les aménagements des parkings des vélos qui seront installés dans les écoles. Reprendre et améliorer la continuité du réseau cyclable. Et en particulier, on envisage de réfléchir sur la prolongation vers le quartier Belfort-Nord et Jean Jaurès. Et accompagner la mise en place de dispositifs favorables aux mobilités actives. Donc mobilité active en n'oubliant pas la marche, parce qu'effectivement c'est la première des mobilités actives que l'usager a le moyen de mettre en œuvre. Pratiquement, nous séparerons les cheminements piétons des cheminements cyclables sur les réseaux structurants. Par exemple la piste François Mitterrand. Nous remettrons en place les doubles sens cyclables et nous lancerons une réflexion à l'échelle de la ville de Belfort pour en déployer de nouveaux. Dernier point, la revitalisation complète de la gare. Donc, la gare, c'est le point d'accès de la ville et c'est aussi un pôle d'échange multimodal, donc entre les trains, les bus, les vélos. Éventuellement, les usagers qui nous ont rejoints, enfin du moins qui ont rejoint la ville en voiture. Et le problème sera effectivement de répondre à la demande d'amélioration du report modal avec des équipements qui soient plus ambitieux, notamment pour les cyclistes. À l'heure actuelle, il est fort difficile de se parquer, de trouver une possibilité de stationnement sécurisé et abrité pour les vélos. Le projet serait donc de reprendre la halle Cernam qui
devrait être propriété de la ville, puisque le rapport proposé aux conseillers municipaux sur l'achat de la Cernam a été présenté au dernier conseil municipal. Et donc, effectivement, utiliser ces locaux-là pour faire un lieu de stationnement des vélos, un lieu proposant aussi des éléments pour de la petite réparation, permettent effectivement à chacun, tout un chacun de pouvoir utiliser son vélo en bon état. De la même façon, nous souhaiterons développer une réflexion participative, sur l'avenir de surfaces qui puissent être vacantes et disponibles, en particulier, éventuellement, l'ancien buffet de la gare. Je suis désolée, je vais vous demander de faire un peu plus vite pour vous et les points qui suivent. Les structures de l'économie sociale et solidaire, donc, ce sont des structures qui conjuguent à la fois de l'utilité sociale, de la solidarité, de l'exigence économique aussi, puisque ce sont des entreprises à part entière, avec un mode de gouvernance participatif et démocratique, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est développer donc, ce secteur-là, qui est créateur d'emplois, non délocalisables. En ce moment, donc, les emplois dans l'ESS sur le département, ça représente 11% des emplois salariés. Donc on a des idées, une outillothèque qui vise en fait à pouvoir louer en fait de l'outillage, partager de l'outillage. Pourquoi pas un jardin de la solidarité où là on répond aussi à notre besoin donc de production de légumes, un garage associatif, etc. Et bien sûr écouter donc les projets portés par ces associations ou ces coopératives, parce que c'est souvent donc le modèle avec lequel elles sont construites. Voilà. Et moi, je vous parle du Conseil économique, social et environnemental local, un genre de déclinaison. On propose d'instaurer à Belfort une déclinaison du CESER, du Conseil économique, social et environnemental régional. Donc, pour expliquer très vite, le Grand Belfort, il a une compétence économique, c'est-à-dire qu'il a la capacité à subventionner les entreprises. Cette compétence, aujourd'hui, elle est principalement exercée en toute opacité à travers deux sociétés d'économie mixte que sont Tandem et Semaville. Et là, Meslo, quasi seul, décide de racheter des locaux, d'installer des locaux industriels, de racheter des locaux commerciaux, sans jamais rendre compte à la population de ce qu'il fait. Et ce sont des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros qui sont brassés là, sans aucun contrôle démocratique du conseil municipal, sans aucun contrôle démocratique de la population. Donc nous, on veut complètement renverser ça. On veut que ce soit une instance démocratique associant les représentants des salariés, les représentants des entreprises, les représentants du conseil municipal, les représentants des organismes de formation, des grands services publics, qui élaborent la stratégie économique, qui définissent les priorités en matière de soutien aux entreprises, de développement industriel, en matière de formation aussi, parce que si on veut développer l'emploi dans notre ville et l'emploi industriel, un des leviers principaux, c'est la formation, élever le niveau de qualification des habitants. C'est comme ça aussi qu'on se développera. Bref, on veut que ce soit une instance nouvelle, démocratique, qui élabore cette stratégie, qui ait la capacité de suivre les aides économiques attribuées aux entreprises. Est-ce qu'elles ont servi à créer des emplois, à développer de la formation? Et on veut que ce soit cette instance-là qui pilote les outils que constituent Tandem et Semaville. Et puis le deuxième point, toujours sur le champ un petit peu industriel, c'est de dire on est une ville industrielle et on voudrait développer le tourisme industriel, le tourisme de savoir-faire industriel, c'est-à-dire encourager les grandes entreprises, les artisans à ouvrir leur entreprise, à faire visiter les ateliers avec les travailleurs eux-mêmes, pas dans une vision patronale, mais bien dans une vision portée par les travailleurs eux-mêmes, pour mettre en valeur cet exceptionnel patrimoine dont nous disposons, cette excellence industrielle locale. Voilà, on veut que les visiteurs qui viennent à Belfort, ils ne se contentent pas de regarder le lion, qu'ils aillent voir
les locomotives de fret et les motrices de TGV et les belles turbines à gaz qu'on développe ici. Alors, on va faire très vite. Gratuité, ça a déjà été dit tout à l'heure, de la bibliothèque municipale, parce que soyons très clairs, la somme que rapportent à l'heure actuelle les différentes inscriptions, c'est une goutte d'eau dans le budget de la bibliothèque, et surtout, elle parvient à peine à combler ce que ça représente en temps de travail pour la personne qui s'occupe de la régie. Donc, aucun manque à gagner pour la bibliothèque, du temps gagné pour les bibliothécaires, et puis surtout un bon signe envoyé à la population pour un équipement, un service public de formation, d'information et de culture et de divertissement. Donc, gratuité de la bibliothèque, le suivant. Et dans le même ordre d'idées, donc, une antenne de la bibliothèque sur Belfort-Nord, il y a une antenne de bibliothèque ici, il y en a une au Glacis, ça a été déjà dit tout à l'heure. C'est possible de faire ça sans avoir des coûts absolument énormes, mais on doit rapprocher des gens les services publics. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est l'occasion d'avoir un point d'appui dans le quartier encore plus avec le centre culturel pour travailler avec les associations, pour travailler avec les habitants. Mais bien évidemment, soyons très clairs, ça nécessitera des recrutements. On ne peut pas faire toujours plus avec autant de monde ou avec moins de monde, mais c'est une question là de priorité. Alors, diffusion de la culture scientifique et technique, l'idée c'est de s'affirmer comme une ville de sciences et de technique en développant la diffusion de la culture scientifique. On pourrait imaginer une implantation du pavillon des sciences à Belfort, par exemple. L'idée c'est de travailler à une réimplantation. En fait, il semblerait qu'il y ait eu une antenne du pavillon des sciences qui n'était pas ouvert au public. Mais qui était à destination des scolaires et qui a été fermé. Il s'agirait de réouvrir ça, réimplanter par le biais d'expositions scientifiques, d'ateliers, de conférences, d'animateurs scientifiques qui interviendraient dans les classes sur des projets scientifiques du style confection de petites fusées, etc. etc. Voilà, et surtout à l'ère des fake news et compagnie pour lutter contre la désinformation et l'obscurantisme. On a besoin de réinjecter dans nos sociétés une culture scientifique, on a besoin de soutenir la science et les scientifiques, et ça doit commencer au niveau municipal. Sur la rénovation du stade Matler, alors je retrouve ma petite préparation. Alors, pour moi, ça veut dire beaucoup. Hein, je suis belfortaine d'origine, j'ai habité tout près du stade Matler. Pour ma famille, pour mes amis, le stade Matler, c'était un endroit très, très important. Donc, nous rénoverons le stade Matler parce que depuis plus d'un siècle, il est un site incontournable du quartier de Belfort-Nord. Il est fortement utilisé par des clubs de football, diverses associations sportives, par des établissements scolaires, le centre culturel et social, ainsi que pour de nombreuses manifestations sportives. Il ne doit pas disparaître au profit d'une zone pavillonnaire, puisque, semble-t-il, c'est le projet de Damien Meslot. Une zone pavillonnaire pour familles aisées. Voilà. Et puis, évidemment, avec toujours cette ligne verte dont parlait Mathilde, qu'on retrouve là pour éviter l'artificialisation des sols. Voilà. Concernant la restauration collective, donc vous avez compris qu'on est très attaché au service public. Nous, ce qu'on veut, c'est finalement reprendre la main sur la restauration collective, c'est-à-dire revenir en régie publique et arrêter de confier la restauration collective à un prestataire privé. En même temps, on ne va pas se le cacher, on a conscience que l'investissement de départ pourrait être très lourd puisqu'il n'y a plus du tout de cuisine centrale, il faut tout reconstruire, et puis qu'il faudrait réembaucher des gens pour assurer la restauration. Donc, on ne va pas faire de fausses promesses pour l'instant, mais ce à quoi on s'engage, c'est à faire une étude de faisabilité dès qu'on arriverait en responsabilité pour pouvoir estimer les coûts et voir si c'est réalisable.
sachant que pour nous, c'est vraiment un objectif prioritaire. Concernant la mise en place des repas bio, bon, alors évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir, je dirais, une cantine 100% bio et locale, sauf que ce n'est pas très réaliste, parce qu'actuellement, autour de Belfort, il n'y aurait pas les moyens de produire suffisamment. Si on regarde par exemple la production maraîchère, ce n'est pas envisageable qu'ils puissent produire suffisamment pour alimenter toutes les cantines. Donc on s'engage sur l'idée de 2 repas bio par semaine, ce qui est déjà un objectif relativement ambitieux. Évidemment, ça a deux objectifs finalement, c'est donner des repas de qualité aux enfants et puis aussi indirectement soutenir une agriculture plus vertueuse. C'est notre fameux fil vert. C'est essayer localement d'agir autant que possible pour favoriser une bifurcation du modèle agricole. Et puis il y a une autre mesure auquel je tiens particulièrement, c'est la gratuité de la restauration pour toutes les familles en dessous du seuil de pauvreté. On en a déjà parlé un petit peu au départ. Belfort, c'est une ville où il y a plus de 25% de la population en dessous du seuil de pauvreté. C'est nettement au-dessus de la moyenne nationale. 29. Dans certains quartiers, dans le détail, on arrive jusqu'à 40, voire 50 dans certaines zones. Et surtout que les enfants sont surreprésentés. C'est-à-dire que 29%, c'est-à-dire les enfants, il y en a plus. Oui, parce que quand on regarde, les familles monoparentales, par exemple, sont particulièrement touchées par la grande pauvreté. Donc pour nous, c'est une façon d'assurer à tous les enfants scolarisés au moins un repas de qualité par jour. Alors pour le périscolaire, donc évidemment pour nous, le périscolaire, c'est pas une simple garderie. Ce qu'on veut, c'est proposer un périscolaire de qualité qui offre à tous les enfants des loisirs, des activités culturelles, artistiques. Donc on s'appuiera un petit peu sur toutes les structures existantes à Belfort, que ce soit le théâtre, le conservatoire, les associations belfortaines, pour essayer de créer un maximum de partenariats. Mais on a conscience aussi que pour avoir un périscolaire de qualité, il faut former les animateurs. Donc on a une vigilance sur la formation et aussi sur leurs conditions de travail. Parce qu'on sait qu'en animation, il y a un véritable problème. Souvent, on a des emplois précaires, il y a des horaires qui ne sont pas très structurés. Et puis, donc en fait, pour nous, il faut absolument que la mairie se soucie de cette question-là. Quelque part, il faut que la mairie soit aussi un employeur exemplaire pour l'animation et puis dans tous les autres domaines. La végétalisation des cours d'école, on en a déjà parlé, mais je voulais juste insister un petit peu pour dire qu'il ne s'agit pas juste de planter des arbres dans les cours d'école. Il peut s'agir déjà d'un projet éducatif, parce que cette végétalisation, elle se fait avec les élèves, avec leurs enseignants. Ça permet tout plein de choses. Déjà, je prends toujours l'exemple de l'école qui est tout près d'ici, la cour de l'école Pergaud. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est une grande cour entièrement minérale, il n'y a pas un arbre. C'est très moche, c'est l'horreur dès qu'il fait chaud, il n'y a aucun endroit pour s'abriter. Donc on peut vraiment lutter contre ça. Le fait de casser complètement tout ce revêtement de béton, ça permet aussi de permettre à la pluie de s'infiltrer. Donc on a tout à y gagner. Donc j'insiste sur l'impact pédagogique que ça peut avoir aussi la végétalisation, mais surtout ça permet aussi d'envisager des nouveaux usages pour ces espaces. Parce que quand on aura plusieurs cours d'école dont on aura fait en fait presque des petits parcs urbains, on peut tout à fait imaginer de les ouvrir au quartier pendant les vacances par exemple, que ce ne soit pas juste des endroits fermés. Donc on redonne quelque part par là la ville à ses habitants. C'est la toute dernière thématique, courage. Après, on aura le temps de discuter. Après, il y a 2-3 points peut-être un tout petit peu techniques. Alors, ouais. Mais sinon, on laisse pour les questions les points techniques. Oui. Qui est-ce qui... C'est Daniel. Daniel, il a pris sur la partie santé. C'est moi qui commence sur territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, en fait, il s'agit d'expérimenter sur un territoire, et nous, on a choisi le quartier Jean Jaurès, en fait, Belfort Nord, un dispositif qui a pour but, comme son nom l'indique, de lutter contre le chômage. En fait, l'idée, c'est que personne n'est inemployable, mais qu'il y a des gens qui sont assez fragiles, assez éloignés de l'emploi et qui ne peuvent pas forcément seuls retrouver un emploi. En clair, contrairement à ce que dit M. Macron, il ne suffit pas de traverser la rue et parfois les gens ont besoin d'aide. Donc dans le dispositif, l'idée c'est... il y a 2 temps pour la mise en place. D'abord, on cherche à recenser tous les emplois disponibles
mais plus largement, en fait, tous les besoins non pourvus du territoire, tous les travaux utiles pour la collectivité. Et puis, dans un deuxième temps, on crée ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi qui va salarier les chômeurs et leur proposer, en fait, de réaliser tous ces petits travaux, ou de satisfaire à tous ces besoins qu'on a pu recenser. Et en fait, le but, c'est finalement qu'ils reprennent l'habitude, qu'ils se réengagent dans le travail par ce biais, puis après, ils pourront, par leurs propres moyens, trouver un autre emploi. Pour le service public d'accès aux droits, là, on est parti d'un constat très simple, à savoir qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, en fait, qui ne font pas valoir leurs droits. Selon les études, on a l'impression, il semblerait qu'il y a au moins 20% des gens qui ne réclament pas, qui ne font pas les démarches pour accéder aux droits, comme au RSA, la CMU. Les raisons, elles sont multiples et variées. Un manque d'information, mais aussi des difficultés, pour la plupart, à réaliser les démarches, soit parce qu'ils ont des difficultés avec le français, soit parce qu'ils ont des difficultés avec les outils numériques, par exemple. Donc on veut mettre en place un véritable service public d'accès aux droits, qui sera composé de professionnels de l'action sociale, dédiés vraiment à cette tâche, et qui travailleront au plus près des populations, en particulier dans les centres sociaux. Le but, c'est que les usagers ils bénéficient d'un diagnostic précis, d'une information, mais surtout d'une aide humaine et concrète pour remplir les dossiers, trouver les documents dont ils ont besoin. Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, je ne sais pas si vous en avez déjà un petit peu entendu parler, c'est un petit peu plus technique, mais il y a eu pas mal d'expérimentations partout en France ces derniers temps. En fait, il s'agit d'étendre le principe de la sécurité sociale à l'alimentation. Alors, j'essaie d'expliquer brièvement. Il y a une caisse alimentaire qui est constituée. Les adhérents de cette caisse, ils payent une cotisation en fonction de leurs moyens. Et ils reçoivent tous une certaine somme qui leur permet d'acheter de la nourriture dans des lieux conventionnés, soit auprès de producteurs, soit auprès de magasins, des magasins de petits commerces locaux, on va dire. Donc on est vraiment dans la philosophie de la sécurité sociale, puisque l'idée c'est que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et pour nous, cette expérimentation, en fait, elle coche un petit peu toutes les cases. Ça permet à la fois de lutter contre la précarité alimentaire, donc il y a une dimension sociale, puisque les gens qui ont les plus faibles revenus peuvent cotiser très peu. Ça permet de renforcer la solidarité, parce qu'au contraire, ceux qui acceptent, il y a des gens plus aisés qui peuvent accepter de cotiser plus. Ça permet de soutenir l'agriculture paysanne et le petit commerce local, puisque les lieux qui sont conventionnés, ce sont soit des producteurs locaux, soit des petits commerces. Et puis ça permet aussi à un certain nombre de citoyens de s'inscrire dans un véritable projet de démocratie locale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce système de sécurité sociale alimentaire, ce sont donc les adhérents du système qui réfléchissent ensemble, collectivement, à ce qu'est une véritable alimentation de qualité et qui définissent aussi, qui choisissent collectivement les lieux qui vont conventionner, donc les producteurs ou les petits commerces qui vont conventionner. Donc il y a tout un débat au sein des groupes citoyens pour savoir finalement ce que les gens veulent comme alimentation de qualité, à qui ils vont s'adresser. Voilà, donc pour nous, c'est un petit peu une proposition très intéressante qui permet de faire fonctionner toutes nos ambitions à la fois sociales, démocratiques et écologiques. Merci Juliette. Alors, on vous l'a dit, Florian en a parlé dans son discours introductif. Lors de la dernière réunion à laquelle vous avez participé, il est remonté de façon évidente qu'il y avait de plus en plus de difficultés pour accéder à une consultation médicale dans un délai, je dirais, supportable. Cela est dû au fait que deux structures sur Belfort ne répondent pas correctement à la demande de consultation non programmée. Je pense notamment aux consultations non programmées de la MIOT.
il faut absolument, en ce qui concerne ce service, appeler entre 8h et 8h30 pour être, entre guillemets, certain d'avoir une consultation dans la journée. Sinon, cela est reporté à des jours bien plus éloignés. Et la deuxième structure qui n'est pas à Belfort, c'est ce qu'on appelle le cabinet médical éphémère, qui est géré actuellement par des médecins en cumul emploi-retraite et qui ouvre 3, voire au maximum 4 matinées par semaine. Donc, dans cette situation, nous nous sommes rendus compte également que l'évolution de la pratique médicale, notamment en ce qui concerne les jeunes médecins, a totalement évolué, que maintenant les jeunes médecins souhaitent être salariés, ils souhaitent travailler dans une équipe pluridisciplinaire, ils souhaitent éventuellement avoir des activités hors soins intéressantes comme la formation, comme la recherche, comme l'éducation sanitaire, comme la prévention. Et c'est pour cette raison qu'il nous a semblé important de pouvoir installer un deuxième centre de santé. Lors des mercredis de programme, on aura la possibilité de localiser exactement là où on souhaiterait qu'il soit le plus adapté en termes d'installation, mais aussi pour dire que ce centre de santé, ce sont des médecins qui sont salariés, et c'est un petit peu différent par rapport à ce que vous a dit tout à l'heure Florian dans son discours. Dans une maison médicale, les médecins sont en statut libéral. Dans un centre de santé, les médecins sont... Il dit une maison de santé. Oui. Donc c'est un centre de santé. Dans un centre de santé, les médecins sont salariés et ils participent aux autres activités dont je viens de vous parler. Le centre de santé est géré par une association, loi 1901, souvent gestionnaire. La mairie intervient que dans l'investissement, c'est-à-dire qu'elle favorise l'installation des médecins dans le centre de santé. Souvent, il n'y a pas que des médecins. Au centre de santé des résidences, il y a des médecins, des kinés, un podologue, pédicure, des infirmières qui interviennent pour la prévention du diabète ou la gestion de la maladie diabétique. Donc c'est véritablement une équipe pluridisciplinaire. Et donc la municipalité aide à l'investissement, mais l'association gestionnaire paye un loyer de telle façon que cela corresponde pour la municipalité, le conseil municipal, à une opération quasiment blanche. La commune investit et en retour, je dirais, le paiement des annuités est géré par l'association gestionnaire. Je suis un peu long peut-être. Mais je ne voudrais pas dire qu'il n'y a que l'accès aux soins en ce qui concerne la santé. Il est très important, et ça a été dit tout à l'heure, Annie l'a dit également, de penser à un urbanisme favorable à la santé. Et dans ce cadre-là, il est important de remettre en lumière la complexité de notre bonne santé, dans le sens où il y a les facteurs environnementaux, il y a les facteurs urbanistiques, il y a les facteurs individuels, bien entendu, mais également la façon dont on se comporte dans le domaine social. Voilà. Merci. Désolée, c'était un peu long, mais c'était important pour nous de pouvoir vous montrer un peu la diversité des sujets sur lesquels on s'était penché jusqu'à présent. Là, je propose qu'on se prenne un petit temps, pas forcément très long, on arrive en fin de réunion et on aura encore 5 minutes d'annonce à vous faire à la fin, mais un petit temps d'échange, de réaction de votre part à ce que vous avez entendu ce soir. La parole est à vous. Et je passe le micro si besoin. Même si c'est pour dire que c'est merveilleux et que vous croyez en nous, faites-le. Ah, je commence. Je vais passer le micro, Karel, peut-être. Lieta Nadine, ancienne enseignante. C'est vrai que c'est ambitieux. Certains vous diront qu'il y a des choses qui existent déjà à la mairie à Belfort. Il y a des petits... Bon, par exemple, la vie des citoyens, on demande quand même. Des fois, j'ai déjà vu des choses comme ça. C'est exprès que je dis ça, parce que c'est pour provoquer. C'est pour qu'on puisse apporter une réponse
si le maire, parce que le maire, il va vous dire ça, il va vous dire aussi que dans les conseils de quartier, il y a des élus qui sont... après, qu'est-ce que j'ai entendu aussi j'ai entendu le pavillon des sciences, mais le pavillon des sciences, il intervient aussi dans les écoles de Belfort. Enfin, je dis ça exprès parce que c'est des questions que l'opposition va nous... Voilà, ils vont dire, on fait déjà ces choses-là. Voilà. Moi, je peux répondre par rapport à une consultation, par exemple, qui a été faite sur la Pépinière, par rapport au devenir du stade. Il y a eu un collectif citoyen qui s'est monté. Ils ont fait des réunions sur l'avenir du stade de la Pépinière. Le maire est venu aux réunions. Et il a dit, je ne viens pas en tant que maire, je viens en tant qu'habitant de Belfort. Alors déjà, vous voyez, ça biaise déjà un peu les discussions au sein de cette réunion, parce que quand le maire est présent, il y a des gens qui n'osent pas s'exprimer ou dire ce qu'ils en pensent réellement. Deuxièmement, sur la façon dont ça a été mené, au final, c'est la mairie qui s'en est occupée. Ils ont eu le choix, les habitants. Alors voilà, ouais, c'est vrai, ils ont eu le choix. Il y avait 2 photos. Il y avait une photo d'un superbe parc. Et à côté de ça, il y avait une photo pour dire laissez le stade en l'état. La photo, c'était une photo, je ne sais pas où ils l'ont trouvée, d'une vue aérienne du stade où le stade était complètement cramé en plein été. Alors que c'est rarement le cas. Et en gros, c'est voilà, vous avez le choix entre une belle forêt ou un stade complètement cramé dans lequel on ne va pas investir 1 euro. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose quand même, la façon de faire, c'est déjà un peu biaisé. Et donc ils ne voulaient pas investir 1 euro dans le stade. Par contre, ils ont investi, je crois, pas loin de 300 000 euros ou 400 000 euros, quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre exact en tête, dans le nouveau parc. Alors qu'ils auraient pu investir cet argent pour rénover ce stade de foot, qui aurait pu servir aux écoles qui sont toutes proches, au centre culturel qui est à côté, au club de foot de Belfort qui manque de créneaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, voilà, c'est une façon indirecte d'orienter un petit peu les gens dans leurs décisions. La place Jacques Chirac, c'est pareil, on vous a jamais demandé, voilà, il y a une place qui était devant la bibliothèque, elle n'avait pas de nom. On vous a pas dit, est-ce que vous voulez qu'elle s'appelle Nelson Mandela, Jacques Chirac, François Mitterrand, ou je sais pas. On est venu, on vous a dit, il y aura une place Jacques Chirac, maintenant vous choisissez juste où elle va être. Donc, en fait, on laisse pas le choix, en fait. On laisse pas le choix aux gens, on oriente les choix. Voilà. En fait, c'est on va faire ça, oui ou non. Une ou 2 questions, juste parce qu'il faut qu'on termine, en fait. Donc, Non, je peux répondre sur le pavillon des sciences. Effectivement, il existe sur le pays de Montbéliard. Le lieu d'exposition, il est là-bas. Qui fréquente le pavillon des sciences? Et puis, voilà. Et puis, il est loin de répondre aux besoins et puis aux objectifs aussi ambitieux qu'on vous a présentés tout à l'heure. Donc, il faudra qu'on prenne ça en main. C'est des choses que il y a des Belfortins, ils vont vous dire, mais ça existe déjà. Donc, il faut leur apporter ces réponses que tu viens de donner. Moi, avant, je suis dans le quartier d'Ardenne, le quartier qui est... avant, je fréquentais beaucoup avant l'ancienne municipalité, les conseils de quartier où je m'exprimais. Maintenant, tu vas dans les conseils de quartier, Belfort Nord, tu vas dans le conseil de quartier Belfort Nord, j'ai rien contre les personnes âgées, puisque j'en suis une, j'ai 75 ans, mais on ne voit que ça. Et puis on discute des crottes de chiens qui sont sur les trottoirs, des choses comme ça. Moi, j'y vais plus. Voilà. Une dernière réaction, peut-être? Ah oui, là-bas. Karel. Merci. Pour créer tous les liens avec tous les sites, les besoins, les entreprises, est-ce qu'il y a eu un projet tram? Alors, on peut laisser... Tu veux dire un mot, Bertrand, sur la question du tram? De l'intérêt ou pas du tout, d'ailleurs, du tram? Oui, alors c'était le débat dans le cadre de la rénovation du projet Optimo, au tournant des années 2007-2008. Il y a eu la vague Optimo 2, et c'était l'arbitrage entre le savoir, est-ce que... on parlait beaucoup des tramways, mais l'investissement et les emprises nécessaires étaient beaucoup trop élevés par rapport aux gains espérés. Et du coup, le choix sur Belfort, c'était de tendre vers un plus à haut niveau de service
donc avec des voies réservées, des systèmes de navigation des bus, de priorité au feu. Voilà. Et moi, je pense que la question du mode ferré lourd dans la Belfort, c'est pas adapté. Ce qu'il vaut autant, ce qu'on peut faire, c'est prioriser le bus. Bon, Jean-Jacques en a parlé, augmenter les fréquences, peut sans doute venir sur des voies réservées. Faire un Optimo 3, enfin, avec Christian Proust dans la salle, mais voilà, c'est plutôt ça. Parce que le tram, c'est pas adapté. Désolée d'être obligée de raccourcir un peu, mais on ne veut pas vous garder trop longtemps, puis on veut profiter de ce moment convivial, parce que la campagne et la lutte politique, c'est aussi une joie. Voilà. N'hésitez pas, laissez-nous bien vos coordonnées, parce que dès mercredi prochain, on vous propose les mercredis on pourra continuer à échanger après, mais on vous propose les mercredis du programme, donc rendez-vous dès ce mercredi à 18h à la Maison du Peuple pour celles et ceux qui ont envie de parler de démocratie locale, et puis on vous enverra la liste des thèmes par mercredi. Tu avais une remarque? Bien, vas-y. Désolé, vas-y, bien sûr, Elias, on laisse la parole à la jeunesse rapidement, puis après Florian conclura. Ça fonctionne? Oui, ok. Donc je vais m'exprimer, je pense, au nom de tous les jeunes insoumis qui se trouvent ici, et j'espère de tous les jeunes de gauche de la ville. Malgré que je sois actuellement étudiant à Strasbourg, je suis ravi de voir un programme aussi complet et ambitieux pour la ville dans laquelle je suis et dans laquelle je compte finir mes jours. Pas le temps. Je vois un projet qui est constructif, qui est en rupture avec ce qui s'est fait sous Meslo, et ça me rassure. J'ai participé aux 2 réunions qu'on a fait avec les habitants de la ville pour essayer d'établir un programme. Je vois que ça a été pris en compte. Vraiment, ça me plaît. On a eu un rassemblement des forces de gauche qui est, vu la situation nationale, un peu inespérée, et qui est bien heureux parce que si on était tous partis séparés, on serait jamais arrivé à ça, et on n'aurait aucune chance aujourd'hui de gagner la municipale. Donc vraiment, je suis fier de ce qui s'est construit. Je suis fier de ce qui va se construire par la suite, et je souhaite bonne chance à l'équipe municipale qui sera bientôt élue. Alors, juste un petit mot pour conclure. Il y a certaines compétences qui n'ont pas été abordées, par exemple les déchets, la gestion de l'eau. C'est parce que c'est pas la mairie qui gère ça, c'est la communauté d'agglo du Grand Belfort. Donc on organisera des réunions ultérieurement pour vous expliquer aussi, pour ceux que ça intéresse, qui gère quoi et comment ça fonctionne. Alors la réunion est terminée, donc on aura besoin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on aura besoin de vous pour nous aider à faire campagne. Donc ça peut être simplement mettre des tracts dans la boîte aux lettres de son immeuble, ça peut être mettre des tracts dans sa rue, mettre des tracts dans son quartier, vérifier que ses voisins, ses amis, sa famille est bien inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez le faire en ligne. Ça sera aussi d'avoir des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées d'être sur la liste. Donc une liste pour Belfort, c'est 43 personnes. Donc il faut qu'on réunisse, alors on en a déjà une 12-15 là actuellement. On en aura certainement plus. Donc il ne faut pas hésiter à venir. Si vous voulez vous investir, si vous voulez participer. Et c'est pas parce qu'on est sur une liste qu'on sera forcément élu au conseil municipal. On veut très bien venir aussi pour juste apporter son soutien. Donc tout ça, pareil, on vous l'expliquera dans une réunion ultérieurement. Et donc voilà, les mercredis du programme aussi. Donc on va lancer ça à partir de mercredi prochain. Donc n'hésitez pas à laisser votre adresse mail, comme ça quand une réunion sur un thème particulier vous intéresse, vous serez tenu au courant. Donc il y a un petit papier à l'entrée, là vous laissez vos coordonnées. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les photos, voilà. On finit, alors pour ceux qui le souhaitent, on voudrait finir par une belle photo. C'est-à-dire tous ceux qui soutiennent le projet, qui sont intéressés même d'être sur la liste, pourquoi pas, de venir là, on va juste bousculer les chaises, tout ça, on fait une belle photo qu'on mettra sur les réseaux sociaux. Alors ceux qui ne souhaitent pas être sur les réseaux, libre à vous, mettez-vous derrière. Mais le but c'est de montrer que voilà, on est un groupe, on est divers, on est dynamique et qu'on va gagner cette campagne. Voilà, merci.